Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui pour notre présentation. Aujourd'hui, on accueille Émilie Dionne qui présentera sur le consentement informé, autonomie, processus avancé d'informatisation. C'est un événement qui est co-organisé par les regroupements stratégiques éthique et santé du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Notre mission principalement est de soutenir et favoriser et diffuser la recherche qui se fait en santé des populations au Québec sur deux problématiques dans notre cas qui sont celles des technologies d'information et de communication et aussi sur les questions d'éthique en santé des populations. Je suis Chantal Robillard, je suis responsable du regroupement éthique et santé et aussi l'événement est co-organisé par the Institute of Health and Social Policy de McGill. Alors, je ne passerai pas trop de temps à nous présenter. Je pense qu'on veut entendre davantage Émilie, qui a accepté de présenter aujourd'hui. Émilie va offrir une réflexion sociopolitique critique et dans une perspective d'analyse féministe. J'aime bien la combinaison des deux approches, ce serait intéressant, sur les notions de consentement informé et d'autonomie. Elle va questionner un peu les enjeux des données massives, du big data, de mégadonnées, qui sont différents synonymes là, qu'on utilise pour parler cette nouvelle façon, en fait, d'appréhender l'être humain et ses comportements. Alors, Émilie, je te laisse tout de suite la parole, si tu veux. Émilie, qui est associée au Sainte Mary's, au Centre de recherche du Sainte Mary's. Et elle a un doctorat sur la pensée sociale et politique de l'Université York à Toronto et une formation comme politologue. Alors, j'invite tout de suite Émilie à commencer. Merci. Merci à tous. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici parce qu'évidemment, comme vous, je suis fascinée par ce sujet. Donc, comme Chantal le disait, moi, j'ai une formation en sciences politiques et tout particulièrement en pensée politique. Donc, mon doctorat est porté sur des conceptions très théoriques. En fait, je m'intéressais à l'intersectionnalité des enjeux de santé et de justice sociale et environnementale et tout particulièrement comment on fait de la recherche sur ces sujets-là, donc des questions épistémologiques. Et depuis 2016, en fait, je travaille à Sainte Mary's, au Centre de recherche de Sainte Mary's, sur des projets plus empiriques qui visent à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables ou encore des programmes et des politiques visant l'intégration des soins et des services sociaux. Et donc, un peu comme vous autres, dans un certain sens, depuis plusieurs années maintenant, on entend parler des nouvelles technologies de l'information et des communications, donc des TIC. On entend aussi parler de la croissance toujours exponentielle des données massives et ça soulève toutes sortes d'enjeux éthiques. En fait, les enjeux éthiques continuent d'évoluer eux-mêmes de manière exponentielle, en fait. Et depuis mon implication dans ce que j'appellerais le domaine de la santé, mais la recherche plus empirique, aussi, j'ai eu l'occasion d'être en conversation et d'entendre aussi des conversations qui portent sur le type d'enjeux auxquels on se confronte pour la recherche en santé et pour la santé lorsqu'on parle des nouvelles technologies d'information et des données massives. Mais selon moi, il y avait quand même encore certains enjeux ou certaines thématiques dont il était moins question, et c'est un peu ce que je veux apporter aujourd'hui, en fait. Les réflexions qui, selon moi, sont présentes quand on parle d'éthique, quand on parle des données massives, mais dont on entend un petit peu moins parler. Oui, et bien sûr, je suis très intéressée par la conversation qui va ressortir également de cette présentation-là pour voir si les enjeux qui sont soulevés pour moi, en fait, résonnent aussi avec les enjeux que vous avez rencontrés. Donc, lorsqu'on parle des données massives, évidemment, on voit deux choses se passer. Hein. D'une part, il y a un grand engouement, il y a une grande excitation pour les nouvelles technologies et les données massives, pour qu'est-ce qu'elles vont permettre dans le milieu de la santé et pour la recherche en santé aussi. La possibilité d'avoir accès à beaucoup de données, la possibilité aussi, grâce au processus de communication, de mettre en relation
relations les données entre elles, et finalement de pouvoir faire de la recherche et de pouvoir arriver à des résultats de recherche qui étaient jusqu'alors seulement imaginés ou pas du tout même imaginables. Hein, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, le machine learning aussi, dans le fond, on voit vraiment qu'il y a des possibilités de recherche, des possibilités de connaissances et des possibilités pour la santé dont on ne pouvait même pas se les imaginer. Donc, en fait, quand on parle des technologies d'information, je voulais d'abord juste parler un petit peu des termes que j'englobe sous cette appellation-là et les concepts donc, avec lesquels j'interagis et je réfléchis un peu aujourd'hui. Donc, les données massives, on parle aussi d'extraction de données, de partage de données, numérisation de données et donc une certaine immortalisation des données aussi. Plateforme numérique. Et bon, quand on parle de plateforme numérique, on parle aussi donc des questions de sécurité de ces plateformes-là hein, et la facilité avec laquelle ils peuvent être piratés. Puisque les technologies d'information sont en croissance perpétuelle, c'est pas nécessairement quelque chose non plus sur lequel on peut s'asseoir, la sécurité de nos plateformes. Hein, donc, la sécurité des plateformes elles-mêmes doit continuellement s'améliorer et s'assurer qu'elles restent sécuritaires. Et on va aussi, bien sûr, parler des algorithmes, de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc, ça, c'est un peu tous les concepts avec lesquels je vous invite à penser aujourd'hui. Donc, bon, j'ai mentionné un peu le fait qu'il y a beaucoup de craintes aussi avec les nouvelles technologies d'information, tout particulièrement lorsqu'il est question de la santé, hein, parce que lorsqu'on parle de santé, on parle de données qui sont sensibles. Donc, on va être beaucoup plus à cheval, si on veut, sur le besoin de s'assurer que ces données-là soient bien protégées et qu'elles ne se retrouvent pas dans les mains de n'importe qui. L'autre chose avec les données, c'est que dans le milieu de la santé, on va s'assurer que les données sont confidentialisées, mais bien sûr, avec la numérisation, avec les nouvelles technologies de l'information et l'intelligence artificielle, les procédés sont très avancés en termes de réidentification des données aussi, hein, juste en termes de croisement. Donc, cette idée-là qu'on peut vraiment confidentialiser les données, dans un certain sens, c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre en question, hein, la facilité avec laquelle elles peuvent être réidentifiées. Et bien sûr, il y a d'autres sortes de craintes aussi, comme le profilage et la manière dont des algorithmes peuvent reproduire certains modes discriminatoires, en fait, certaines injustices et comment les données de certaines personnes pourraient se retrouver dans de mauvaises mains et être utilisées à des fins non éthiques. Donc, par exemple, refuser une assurance à une personne, étant donné que c'est une personne qui adopte pas des modes de vie sains, par exemple. Ou encore, récemment, il y avait un cas d'une femme à qui on a refusé le passage aux États-Unis parce que les douaniers avaient été en mesure de voir son dossier de santé mentale. Et donc, on lui avait refusé son passage. Et puis donc, il y a la question aussi de la qualité des données. Donc, on parle de données, on parle de beaucoup de données, mais comment sont-elles collectées? Est-ce que ce sont des échantillons qui sont adéquats? Et est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces données-là à bon escient? Et l'idée aussi qu'on peut souvent faire confiance de manière aveugle aux données et à la manière dont elles sont collectées. Ce sont quelques craintes, en fait. Bien sûr, il y a beaucoup de possibilités. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapositive-là, mais c'est simplement pour vous montrer un peu l'idée qu'en santé, bien sûr, on est conscient des craintes, mais d'un autre côté, on ne veut aussi pas passer à côté de toutes les possibilités très grandes et très enrichissante, en fait, que les nouvelles technologies de l'information nous apportent aussi. Et l'autre point que je veux ajouter à cela, c'est que même s'il y a plusieurs enjeux éthiques qu'il importe de considérer, une des choses dont je vais mettre l'emphase dans ma présentation aussi, c'est qu'il n'y a pas de sortie des données massives. Hein. C'est une réalité, elles existent maintenant.
les nouvelles technologies de l'information aussi, et elles croissent d'elles-mêmes dans un certain sens. Donc, il n'y a pas de possibilité de dire non. Je ne crois pas non plus que ça soit intéressant de dire non, parce qu'elles offrent toutes sortes de possibilités qui sont très positives et très enrichissantes pour la société. Toutefois, dans le domaine de la santé tout particulièrement, on va se confronter à des enjeux qui nous apparaissent très urgents. On parle de la santé des gens et d'un autre côté, les technologies d'information progressent très rapidement, de manière exponentielle, je l'ai dit. Et donc, souvent, on va avoir peur de manquer le bateau et on va le faire de manière à sacrifier potentiellement les enjeux éthiques que ces questions-là peuvent soulever ou passer à côté de ces dernières. Ou encore, on peut avoir certains courants ou certains groupes qui vont mettre l'emphase sur eux, leurs enjeux ou leurs problématiques, par exemple, et la manière dont eux pourraient bénéficier tout particulièrement d'un croisage de données ou de l'accessibilité aux données. Je vais revenir sur ce point-là. L'autre chose, évidemment, qui soulève plusieurs enjeux, c'est que la plupart d'entre nous, en fait, bon, peut-être pas vous particulièrement, mais la plupart des chercheurs, le commun des mortels n'a pas nécessairement non plus des compétences très avancées en termes de programmation ou d'informatique. On utilise les technologies au quotidien. Plusieurs d'entre elles aussi, téléphones intelligents, les ordinateurs. La plupart d'entre nous ont aussi des emplois qui interagissent avec les technologies de l'information, mais nos connaissances demeurent relativement limitées ou éparses et variables, en fait, en termes de connaissances. Hein. Nous n'avons pas des formations de programmeurs. Et c'est un peu la même chose avec la plupart des comités d'éthique aussi. Il va y avoir une grande variation d'un comité ou d'un centre d'éthique à l'autre en termes de compétences des nouvelles technologies de l'information, de programmation, et ça va varier. Dans le cadre de quelques conférences dans lesquelles je me suis retrouvée, en fait, les gens parlaient même des comités d'éthique comme, dans certains cas, étant 10-15 ans en arrière des nouvelles technologies d'information. Et quand on pense à la vitesse faramineuse à laquelle les technologies d'information progressent, 6 mois derrière, c'est déjà trop tard. Et l'enjeu, bien sûr, avec les comités d'éthique, c'est que devant cette incapacité-là, parfois, à bien répondre aux nouvelles réalités des technologies de l'information, c'est qu'on va faire des choix en termes des projets de recherche qui peuvent être financés, qui vont être approuvés pour l'éthique versus ceux qui ne le seront pas, qui peuvent venir endommager la capacité de la recherche à vraiment bien comprendre les enjeux des nouvelles technologies d'information. Et donc, dans ce sens-là, on peut même dire que les comités d'éthique vont venir à jouer un rôle épistémologique en termes de définir quel type de projets de recherche peuvent avoir lieu ou pas, mais aussi ontologique, au sens où des projets de recherche donnent lieu à des résultats de recherche aussi. C'est à partir des résultats de recherche avec lesquels on va prendre des actions politiques ou décisionnelles. Hein. C'est vraiment l'idée est que la recherche nous permet d'agir au quotidien ou d'agir dans le monde, d'informer nos décisions. Donc, on peut voir en quoi il y a un enjeu éthique aussi ici au fait que il est vraiment important que nos comités d'éthique soient bien outillés, qu'on leur fournisse les ressources pour constamment améliorer leur connaissance éthique. On s'en fait également beaucoup pour nos données. Hein. Donc ici, dans cette diapositive-là que je trouvais bien drôle, c'est l'idée que, bon, mon médecin me dit que je perds mes cheveux parce que je m'inquiète trop de la perte de mes données. Hein. Et on voit en fait qu'il y a un problème de santé qui est créé par l'inquiétude que les nouvelles technologies d'information et les données massives peuvent créer. Et il y a un processus d'imbrication ici
qui nous est apporté de façon humoristique, en fait, mais qui démontre très bien comment les technologies d'information et comment les données massives viennent nous transformer nous-mêmes comme êtres humains et comme chercheurs aussi. Hein. On interagit avec elles au quotidien, on les invite dans notre vie de différentes manières, au sens où, certaines personnes vont par exemple avoir plus d'appareils pour collecter des données sur eux, d'autres personnes vont en avoir moins, mais la plupart d'entre nous utilisent les technologies d'information au quotidien et on n'est pas nécessairement dans une réflexion au quotidien sur la manière dont elles nous transforment. Elles transforment les êtres humains que nous sommes et comment elles informent aussi les décisions que nous prenons et la manière dont nous agissons dans le monde. Une auteure que vous connaissez peut-être, Antoinette Rouvois, elle parle même d'un processus de gouvernance algorithmique, hein, où les gens vont se soumettre, vont utiliser les algorithmes et les informations que leurs appareils intelligents vont leur transmettre pour organiser leur vie. Donc, par exemple, quoi manger ou quand manger, combien d'heures dormir, quand faire de l'exercice, est-ce que ce type-là de nourriture ou d'exercice est bien adapté pour moi? Et l'autre dimension qu'on voit, bien sûr, ici avec les nouvelles technologies, c'est la possibilité pour la santé, pour la manière dont on pense la santé, d'être complètement transformée aussi. Hein. On ne parlera plus nécessairement d'une personne moyenne, chaque personne devient sa moyenne, chaque personne devient son propre étalon, parce qu'avec les technologies de l'information, on a vraiment cette possibilité-là d'avoir des données, un très grand nombre de données qui est collecté à propos de nous seulement. Et donc, on devient vraiment notre propre mesure. Donc, ça ouvre vraiment de grandes possibilités, mais dans ce concept-là également de la gouvernance algorithmique, ce qu'on voit, c'est que on peut très facilement se laisser porter par les bons conseils de nos algorithmes et à l'idée aussi que les algorithmes, dans un certain sens, sont dénués d'un biais humain. Hein, et que ce que les algorithmes nous proposent sont un peu, selon leurs calculs, selon les données qu'on a été capable d'amasser sur nous, la meilleure trajectoire que vous devriez suivre pour réaliser vos objectifs X, Y, Z, dans un certain sens. L'autre dimension, qui est un grand enjeu éthique, selon moi également, que je voulais apporter aujourd'hui, c'est l'idée que quand on parle de données massives, on parle d'un grand volume de données. Hein, et il y a l'idée ici aussi qu'on va souvent parler de données brutes. Donc, donner l'idée qu'il est possible de prendre une photo, si on veut, complète d'une personne ou d'une situation ou d'un processus, en fait, et à partir de ces informations-là, on aurait une photo ou une perspective vraiment globale, complète d'un phénomène. Et après, c'est une question de commencer à regarder ces données-là, de les mettre en relation elles-mêmes, d'identifier des tendances et de voir qu'est-ce qu'elles nous révèlent. Donc, cette idée-là ou cette illusion, en fait, qu'avec les données massives, on est capable de saisir l'ensemble d'un phénomène, qu'on est capable de collecter l'ensemble des données possibles sur un sujet. Selon moi, un des problèmes avec ça, c'est que bien sûr, les données massives, c'est seulement un type de données. Ça en est beaucoup, mais c'est seulement un type de données. Il y a d'autres types de données auxquelles on ne réfléchit pas nécessairement et qui ne seront pas collectées à partir des procédés des nouvelles technologies d'information et qui ne seront pas englobés sous ce concept-là des données massives. Mais étant donné le grand volume de données que nous avons, on n'a pas nécessairement le temps ou l'occasion de penser à ces autres coupes-là, ces autres découpages, dans le fond, d'un phénomène qui nous aurait peut-être permis de le comprendre autrement. Avec les données massives aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup. Et elles continuent également de s'amasser. Donc, seulement
le fait de répondre aux données massives devient une activité en soi. On peut voir en fait de quelle manière juste savoir comment répondre à l'accumulation de ces données-là peut venir à saturer le réel. En fait, c'est une expression un peu philosophique, mais l'idée que ça vient vraiment saturer les vies humaines ou les sociétés. On peut seulement penser au fait qu'en 2014, on disait qu'il allait avoir à peu près 4,4 millions d'emplois seulement dévoués à gérer et à répondre aux données massives, en fait. Et donc, quand je parle de changement ontologique et de changement réel, concret et irréversible aussi que les données massives ont, c'en est un, celui-là. Donc, le fait qu'il y a des emplois qui vont être complètement dévoués à répondre à ces données-là. Et d'un autre côté aussi, la plupart de ces emplois-là vont aussi se dévouer à créer de nouvelles technologies ou encore à créer de nouveaux processus, de nouveaux objets, de nouveaux appareils qui, eux aussi, vont se joindre à nos vies. Donc, de nouveaux appareils intelligents, de nouveaux ordinateurs. Et donc, une autre manière, si on veut, de voir un changement ontologique, matériel et irréversible, parce qu'on se retrouve seulement dans une situation où on peut répondre à cela. Chaque personne est impliquée dans un processus de collecte des données. On peut penser qu'il y a un certain mode de démocratisation des données, au sens où, puisque nous utilisons des technologies au quotidien, vous et moi, nous avons des téléphones aussi, nous sommes continuellement dans un mode de collecte de certaines données. Encore une fois, je veux mettre l'emphase là-dessus, de données qui comptent pour le concept des données massives, des données qui peuvent être enregistrées et qui peuvent être gérées et interprétées aussi à travers des processus comme les algorithmes intelligents et les différentes technologies qu'on va utiliser. Et chaque personne, étant donné qu'elle est engagée dans ce processus-là où elle collecte des données, elle a aussi la possibilité de voir ces données et de leur donner un sens, d'essayer de les comprendre en relation avec leurs propres expertises et leur propre expérience aussi. Ce que je veux apporter par ce point-là, c'est qu'on peut voir de quelle manière, à la fois la question de à qui appartiennent ces données, donc la question de la propriété des données, et le fait que dans un domaine de santé, les patients, par exemple, vont vouloir faire partie du processus de décision, être impliqués dans la compréhension et la compréhension, mais aussi dans le plan de soins, dans leur plan de soins. Donc, on peut voir comment le patient veut être autonome et aussi veut être le détenteur de ses propres données. Et pour moi, je vois plusieurs enjeux éthiques avec ça parce que on peut voir que le fait de se retrouver confronté à ses propres données, ça peut être aussi très angoissant et très angoissant, très effrayant en fait. Et surtout parce que si on se retrouve un peu seul et isolé devant ces données, c'est pas toujours clair exactement quel sens elles ont. Un des enjeux éthiques, par exemple, que je vois, c'est une compagnie comme 123 Ancestry, par exemple, qui vous permet de connaître un peu votre historique généalogique médical, va vous fournir énormément de données concernant votre DNA, en fond, mais dans un contexte où vous vous retrouvez seul avec ces données-là, vous ne savez pas nécessairement comment agir en fonction de ces données-là. Et évidemment, j'ai parlé d'autonomie, avec les données massives, un des grands problèmes, c'est que lorsqu'on parle d'utilisation de données ou lorsqu'on parle de recherche, on va avoir généralement recours au concept de consentement
informés avec les patients ou avec les individus. Mais le concept des données massives lui-même rend cette idée-là obsolète, hein, parce que avec les données massives, l'idée, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données-là. Et c'est un peu là l'excitation, la fascination aussi qui vient avec ces données-là. C'est que pour le moment, on les collecte, on est apte, on a accès à des technologies qui nous permettent de collecter cette information-là. On a également besoin des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour nous aider à répondre à cette grande demande-là, pour nous aider également à identifier des tendances, mais d'un autre côté, quand on parle du consentement ou de la capacité à une personne à vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer avec ces données, c'est pas nécessairement possible pour la personne de le faire. L'autre chose, c'est qu'on peut voir aussi de quelle manière les données peuvent être facilement utilisées de manière non éthique, étant donné justement que les personnes vont produire et vont donner accès à énormément de données à propos d'elles-mêmes. Hein. Par exemple, on a entendu assez récemment un scandale, les scandales avec Facebook, mais aussi OkCupid. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de cette compagnie-là, mais c'est un site de rencontre. Et donc, il y a eu une recherche qui avait été effectuée sur OkCupid à partir des données que les utilisateurs rendaient disponibles. Et les résultats de cette étude-là ont été publiés. Et bien sûr, il y a eu plusieurs enjeux que ça a soulevé éthiquement sur le fait que les gens n'avaient pas consenti à ce type de recherche-là. L'argument inverse a été, oui, mais ce sont des données qui sont publiques, en fait. Les gens ont consenti, les gens vont donner accès à ces données-là, vont même participer au processus de production de données et que, dans un certain sens, implicitement, elles auraient consenti. Mon point, personnellement, mais je serais bien intéressée aussi à en discuter davantage avec vous, c'est de dire que la recherche elle-même doit impliquer des considérations éthiques, que l'un et l'autre ne doivent pas être séparés, que la recherche se doit d'être éthique et, dans un certain sens, doit même impliquer l'éthique comme méthode et l'intégrer carrément dans ces processus de collecte. Donc, je n'aurais pas évidemment parlé trop de mes diapositives, mais ça, c'est assez fréquent quand j'ai des diapositives. Je serais très intéressée à vous les montrer plus tard. Mais celle sur laquelle je voudrais vous amener à réfléchir et à discuter avec vous, j'y arrive. Ce sont des principes éthiques qui peuvent nous aider, en fait, pour répondre aux nouvelles technologies d'information et aussi aux données massives, que je trouve qui peuvent être très inspirants lorsqu'on pense aux données. Hein. Il y a cette idée-là, dans le fond, qu'il n'y a pas de données brutes, de données qui est complètement neutre, que chaque donnée est également une production du réel. Hein. C'est une façon dont on organise qu'est-ce qu'on voit pas, et qui nous permet déjà d'agir dans le monde. Donc, ces 4 principes-là sont, la communication est centrale à toute pratique scientifique qui utilise les données massives. Et deuxième principe, l'idée de donner du sens aux données massives est également un processus collectif qui doit être orienté vers l'avenir. Je vais revenir sur ce point-là dans une seconde, sur l'avenir. Troisième point, les données sont également un point de départ et jamais une fin en soi. Donc, cette idée-là que les données parlent d'elles-mêmes. Encore une fois, la manière dont on conçoit une donnée, là où une donnée commence et elle s'arrête, les processus qu'on utilise également pour obtenir ces données-là sont déjà des manières d'organiser le réel, hein, la manière dont on voit ou on ne voit pas, et la manière dont on va envisager un problème ou un enjeu. Et enfin, les données sont des ensembles d'histoires. Ça, c'est ma traduction libre. Des sets of stories. Et donc, c'est important aussi de voir en quoi, lorsqu'on utilise des données, on est déjà en train to tell a story. Hein? On est déjà en train
d'organiser une certaine perspective sur un enjeu ou sur l'information qu'on a acquis. Et je terminerai sur la prochaine. Donc, en anthropologie, en fait, l'idée de l'éthique, c'est que ça fait toujours partie de la méthode, hein, lorsqu'on pense à l'anthropologie. Et moi, je trouve toujours très inspirant de penser à l'éthique comme la responsabilité, mais j'écris responsabilité ici comme ça pour vraiment mettre l'emphase sur la constitution étymologique du terme, donc l'idée d'une habileté à répondre. Hein? Et donc, quand on parle de la recherche, on peut voir comment on est impliqué dans ce processus-là de production du réel et de la manière dont nous allons agir par la suite. Et quand on pense à l'éthique de la réponse-habilité, en recherche, c'est l'idée de dire que oui, il faut utiliser des données massives, on veut utiliser des données massives parce qu'elles nous permettent de faire de grandes choses, mais d'un autre côté, à partir du moment où on les utilise, on devient aussi engagé envers elles et comment elles seront utilisées par la suite, de la vie, dans le fond, que ces données-là vont avoir par la suite. Et trop souvent, selon moi, on tient à absolument séparer la recherche des processus plus sociétaux, de la politique, des processus décisionnels, de la politique, de l'économie. Mais je pense en fait que la recherche a nécessairement le principe doit nécessairement faire partie des discussions qui s'en suivront. Donc, je termine sur cela. Très intéressée à entendre vos questions, bien sûr. J'ai une bibliographie aussi à la fin de mes diapositives, donc si vous êtes intéressé à le savoir, à connaître un peu les auteurs que j'ai utilisés pour vous présenter les enjeux qui sont soulevés pour moi avec les données massives. Et enfin, j'avais préparé aussi quelques petites questions de discussion, fait que je vais les laisser ici. Sentez-vous bien à l'aise de les lire et de me laisser entendre un peu qu'est-ce qu'elle soulève pour vous, mais je suis également intéressée à vous entendre. Donc, merci. Oui. En fait, je vais juste me présenter un peu pour le contexte de mes questions. Luc, qui est le journaliste, mon collègue qui est ici avec moi. On travaille pour le centre de recherche sur le suicide et puis dans ce contexte-là, on a été amené à nous poser des questions sur les principes éthiques et légaux qui pourraient un peu encadrer, non pas la recherche, mais le cadre dans lequel les interventions numériques pourraient se faire auprès de la prévention du suicide. Et dans un contexte comme ça, naturellement, il y a beaucoup de données qui vont être collectées, que ce soit avec ou non le consentement des gens, que ce soit par les données massives ou les données que les gens eux-mêmes donnent. Donc c'est pas exactement, ça ne cadre pas exactement dans les données massives, c'est juste pour dire dans ce contexte-là, mais puisque ça touche les données sensibles, il y a cette question de qu'est-ce qui, naturellement, dans la prévention du suicide, peut-être que je me trompe, il y a une urgence un peu plus grande qu'en santé, dans la mesure où toute donnée pourrait potentiellement sauver la vie d'une personne en situation d'urgence. Et dans un contexte comme ça, je voulais savoir ce qu'on pense justement de jusqu'à quel point est-ce qu'on prévoit prendre toutes les données pour le bien de la personne dans un contexte, dans un esprit paternaliste. Oui, en fait, c'est vraiment intéressant votre question aussi parce que ça soulève... je pense que ça revient au point quand je disais que les comités d'éthique, en fait, selon moi, continuent d'être under-resourced, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, en fait, pour leur permettre de bien comprendre et de bien répondre aux enjeux et de vraiment nous fournir les outils, autant les cliniciens que les chercheurs, pour étudier des problèmes, étudier des enjeux qui sont liés aux nouvelles technologies de l'information, ou qui impliquent l'utilisation de données massives, mais qui doivent se faire d'une manière à penser vraiment de manière nouvelle, en fait, les balises à l'éthique. Hein?
Donc, moi, je dirais que, dans un certain sens, d'un point de vue sociétal, c'est vraiment important qu'on investisse en ce sens-là, dans l'éthique, dans les comités d'éthique, pour vraiment s'assurer qu'ils soient en mesure de bien soutenir autant la recherche que la clinique à ce niveau-là. Et aussi, de certaine manière, peut-être repenser même les comités éthiques au sens où, dans une certaine mesure, c'est une bonne chose que les comités d'éthique ont été institutionnalisés, hein, qu'on a imbriqué l'éthique à travers différents champs qui vont impliquer de la recherche avec les humains. D'un autre côté, c'est quand même un problème lorsque les comités d'éthique sont complètement séparés de la recherche et qu'on se retrouve, dans le fond, à penser l'éthique de manière un petit peu trop procédurale ou administrative. Parce que l'éthique, c'est pas un livre de recettes qu'on peut juste appliquer. Je ne tiens pas non plus à dire que c'est comme ça qu'on procède, mais dans certains cas, ça l'est, en fait. Dans certains cas, on se trouve vraiment à utiliser à envisager l'éthique de manière un petit peu trop procédurale, et vraiment, elle ne permet pas à des chercheurs, comme dans votre cas, de répondre à cet enjeu-là qui est vraiment criant, d'être en mesure de vous aider à penser les enjeux éthiques que ça peut soulever, tout en utilisant ces nouvelles technologies-là et ces données-là. Mais l'autre point que je dirais d'un point de vue éthique, c'est que lorsqu'on se confronte à un enjeu qui est très urgent, où justement on va parler de la vie des personnes et qu'on va utiliser l'urgence d'un problème, dans un certain sens, pour justifier une certaine utilisation. Moi, je dirais pas c'est pas une question c'est pas une question de dire on va pas considérer les enjeux éthiques, c'est plus ces enjeux-là éthiques sont vraiment très complexes et il y a une situation de contingence, là. Il faut répondre et combien de ressources, combien de temps est-ce qu'on peut investir dans la réflexion éthique de ce sujet-là. Mon point, c'est de dire quand même, le problème avec ça, c'est que on se retrouve quand même à seulement dealer avec les conséquences. C'est pas le bon mot, là. Mais on va seulement se retrouver avec une situation où il va falloir répondre aux conséquences que cette décision-là va avoir et au fait qu'elle peut avoir engendré, encore une fois, des effets qui sont très matériels, très réels et bien souvent irréversibles aussi, et auxquels on se retrouve seulement à répondre. Et je crois que dans une telle situation, on peut aussi se confronter à de la fermeture à l'avenir. Hein. Si on pense, par exemple, au dossier médical patient, si on le fait mal, si on ouvre mal les processus de partage de données, on risque plutôt d'empêcher le fait que ça va continuer de se faire à l'avenir. Hein. Donc, réponse très longue, mais finalement, pour dire que même dans une situation d'urgence, on peut se retrouver à créer un problème beaucoup plus urgent plus tard. Et je trouve qu'il faut s'assurer qu'on se donne les outils, les ressources. Et quand je dis nous, je crois qu'on implique vraiment un peu tout le monde dans la société, pas justement juste les gens qui se retrouvent à penser l'éthique. Moi, je pense qu'un peu pour tout le monde, on devrait être intéressé à penser l'éthique. Bon, ça sera un peu ça ma réponse. Je vais revenir à la défense des comités d'éthique. Travaillant dans le domaine depuis 16 ans, écoutez, je pense que le problème est plus fondamental que l'éthique. Je pense que c'est la normativité autour des lois. Le comité d'éthique va appliquer les lois du Québec. Donc, je pense que tant qu'on ne change pas les lois du Québec, c'est plus ça le problème. Le comité d'éthique, je suis d'accord avec vous. C'est un bon point. Des vrais qui sont peut-être avérés, effectivement, qui sont plus procédurales. Ça, c'est très clair, c'est la réalité. Mais je pense qu'il devrait plus avoir un consensus social pour pouvoir faire évaluer les lois, parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, bien qu'on ait toutes ces belles données-là, on ne peut pas les utiliser. Malgré toutes les bonnes volontés qu'un comité d'éthique, qu'un chercheur veut faire, ça serait aller contre la loi. Donc, je pense que, puis je suis vraiment pour la vertu, je suis pour l'ouverture, je ne suis pas fermée du dualité, je pense qu'il faut avancer puis faire. Justement, l'éthique, c'est le but, c'est de faire avancer la loi. Donc, tant que la loi n'est pas changée,
malheureusement, il va y avoir une fermeture, mais s'il y a un lobbying de part et d'autre de tout le monde, mais je pense que c'est là que ça va changer les choses. C'est vraiment un excellent point, en fait. Et je dirais que c'est un domaine que je connais moins. Ça, l'idée du lobbying, des comités d'éthique, par exemple, pour justement nous aider à changer ces lois-là. Et je pense que c'est vraiment les gens qui travaillent en éthique qui ont cette capacité-là ou ces compétences-là de savoir comment nous aider à repenser ces lois-là, justement pour répondre à des problèmes qui continuent d'évoluer constamment. Je pense que vous, en tant que chercheur aussi, vous devez faire... Ah oui. Moi, je suis très intéressée à ça. Oui. Là, je pense que c'est un travail de consensus, de faire en sorte. Absolument. Voulez-vous, oui. Oui, un peu pour répondre à la question de la loi et puis de ce que les comités d'éthique pourraient faire ou pourraient ne pas faire. Je pense que probablement que vous connaissez cette littérature sur l'éthique numérique de Floridi, qui parle de l'éthique numérique comme une éthique environnementale, dans la mesure où, étant donné c'est tellement envahissant, dans une certaine mesure, que ça redéfinit notre réalité. Tout le monde, en fait, c'est une question démocratique, carrément, de savoir qui a plus de pouvoir, qui en a moins, et comment on négocie le pouvoir à l'intérieur de cette sphère-là. Et puis, dans ce contexte-là, le fait de donner autant de pouvoir à un comité d'éthique, pour moi, ça me crée aussi un problème éthique. Donc, dans le sens où je comprends que c'est pas tout le monde qui est versé dans la question, c'est pas tout le monde qui est en mesure de comprendre. Comme moi, si on me donnait des données sur mon téléphone qui disait genre, ben voici, faites les choix en fonction de votre vie sur la base de ces données, je vais faire wow, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, on a tous cette responsabilité-là de rendre accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec nos données? Qu'est-ce qui se passe avec nos vies virtuelles? Donc, en ce sens-là, oui, les lois doivent peut-être changer, mais dans un processus plus démocratique. Et c'est là aussi que, d'une part, c'est une bonne chose qu'on a les comités d'éthique, qu'on a eu ce processus-là d'institutionnaliser des centres, des endroits, des personnes qui allaient complètement qui allaient vraiment se concentrer plus sur les enjeux éthiques de la recherche et qui vont nous aider à se confronter à ces problèmes-là, à trouver des réponses. Un des problèmes que souvent l'institutionnalisation va avoir, c'est qu'on va avoir tendance à aller dans la surspécialisation et finalement, dans un certain sens, à laisser les questions d'éthique dans les comités d'éthique et dans un certain sens, à fermer ces portes-là aussi, où le comité d'éthique, et peut-être que vous pourrez m'outiller sur ce point-là, mais où ça devient aussi un endroit qu'on peut avoir l'impression qui est moins accessible, et aussi parce que, justement, on va peut-être se concentrer nos énergies dans d'autres domaines. Mais ça serait à voir comment, et je pense en fait que l'an dernier, il y a eu 2 événements qui se sont passés ici. Un événement où le professeur Daniel Weinstock parlait aussi de cette idée-là d'avoir les comités d'éthique versus peut-être essayer de penser un processus plus consultatif de l'éthique où vraiment recherche clinique et éthique peuvent travailler ensemble plutôt que l'idée d'avoir l'éthique qui se passe avant ou après la recherche ou même d'avoir peur de nos comités d'éthique. Quand on fait la recherche, ça devrait plutôt être l'inverse. Donc, comme question de société, je crois effectivement qu'il faut que ça ait lieu. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve le sujet passionnant. J'ai beaucoup apprécié. Je voulais demander par rapport à votre conception de l'autonomie dans le monde des données massives. Je n'ai pas bien compris si vous trouvez que c'est rendu obsolète, s'il faut redéfinir. Bon, ça, c'est les premières questions. Et j'ai comme une question commentaire justement sur le rôle de l'éthique. J'apprécie beaucoup votre idée d'intégrer la réflexion éthique dans la recherche. Mais en même temps, j'ai l'impression, parfois, vous avez dit, par exemple, il n'y a pas de sortie des données massives, ce sont des changements irréversibles. Et je me demande, est-ce que vous tenez vraiment à faire ce genre de prononcement? Parce que est-ce que ça ne diminue pas après le rôle de chercheur en éthique? Je comprends que c'est peut-être différent au niveau du comité de l'éthique que vous en train de faire une recherche académique, mais vous avez dit vous-même les données massives, c'est
une manière de découper un phénomène, une manière entre autres. Donc, vous laissez très ouvert cette piste donc, pour d'autres réalités, mais en même temps, vous avez un peu un langage déterministe. Donc, ça, je me demande si c'est une tension. Ouais. Je vais peut-être répondre à la deuxième question d'abord. Puis je vais revenir à la question de l'autonomie, parce qu'effectivement, j'en ai pas touché autant que je le pensais lorsque j'ai proposé de faire le séminaire. Par rapport à l'idée qu'il n'y a pas de sortie des données massives, en fait, effectivement, je crois qu'on est simplement dans un mode de réponse, je vais enlever le mot simplement. On est dans un mode de réponse aux données massives, au sens où elles sont là. Au sens où l'idée de penser qu'on peut se retrouver dans un monde où il n'y a pas les technologies d'information, qu'il n'y a pas le concept de données massives, c'est illusoire, selon moi. C'est vraiment une réalité qui est là aujourd'hui et à laquelle on répond. Cela dit, la réponse, elle n'est pas déterminée. Il n'y a pas nécessairement une seule manière de répondre à ces différents enjeux-là, à ces différents objets-là, à la manière dont nous invitons ces objets-là ou ces technologies dans nos vies, ou à la manière dont on utilise les données massives aussi, ou dont on peut penser le futur des données massives. Et donc, je ne voudrais pas donner l'idée que c'est déterminé. Au contraire, en fait, je crois qu'il y a qu'on a beaucoup de liberté et encore de possibilités dans la manière dont on va répondre. L'enjeu, c'est que souvent, dans un discours d'urgence, et aussi devant la rapidité avec laquelle les technologies évoluent, on va se retrouver comme société à courir derrière elles, à courir derrière les technologies. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces données-là, ces technologies évoluent très rapidement et plus rapidement à une vitesse qui n'est pas nécessairement celle possible pour les êtres humains, qui n'est pas nécessairement celle possible pour le cerveau humain. En fait, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence artificielle et des algorithmes aussi. C'est pas seulement parce que les données, elles sont massives, il y en a beaucoup, c'est qu'il y a cette idée-là, en fait, qu'on ne peut même pas ce n'est même pas une échelle de compréhension et de complexité, en fait, que l'être humain peut comprendre. Et donc, les technologies, les algorithmes vont être proposés comme solution pour répondre à ces données-là. Mon enjeu, évidemment, c'est en tenant un tel discours, on est déjà en train de se laisser aller, si on veut, à la réponse que les algorithmes vont nous proposer ou que la technologie va nous proposer par rapport à ces données-là, hein, de nous dire qu'il n'y a pas d'autre manière de leur répondre. Et je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que c'est vrai. L'autre point aussi, c'est... Comme je le disais plus tôt, comme vous l'avez souligné, c'est important de se rappeler que les données massives, c'est un type de données. Hein, et en fait, ce que je pense qu'il est important de se rappeler comme ça, et peut-être qu'en ayant ces conversations, justement, on s'assure qu'on continue de se rappeler que oui, il y a beaucoup de données, oui, ça nous donne beaucoup d'informations sur des processus et sur des phénomènes, mais que ce ne sont pas l'entièreté des données qui peuvent être collectées sur un enjeu et que c'est seulement justement une façon d'envisager un enjeu. Mais je crois que le problème, c'est étant donné qu'il y a beaucoup de données, étant donné la photo, si on veut, déjà très complète que les processus, les TIC et les données massives nous fournissent,
on peut avoir tendance à seulement vouloir répondre à cette visualisation-là qui nous est proposée plutôt qu'à d'essayer de voir celle qui n'est pas là ou celle qui a pas compté. Donc, c'est pas vraiment une réponse, mais dans un certain sens, c'est plutôt de dire qu'il faut continuellement avoir ces moments-là de suspension où quand on a l'impression de se sentir fasciné ou très pris par l'engouement et l'engrenage de l'évolution très rapide des nouvelles technologies de l'information, qu'il faut avoir cette tendance-là à vouloir ramener les choses à une dimension justement qui est la nôtre, qui n'est pas nécessairement, plutôt je disais, une vitesse qui est moins rapide. C'est pas une vitesse qui est moins rapide, c'est une vitesse qui est humaine en fait. Je voudrais pas avoir l'impression de les placer sur placer l'échelle humaine versus l'échelle des technologies d'information sur une échelle hiérarchique, dans le fond, sur une échelle verticale, mais je crois plutôt qu'il faut les voir comme sur un plan horizontal. En fait, ce sont deux façons différentes de voir les choses, d'aborder des enjeux, et que c'est très important, justement, de ne pas perdre cette dimension humaine-là. Avant de répondre peut-être à votre question sur l'autonomie, j'en ai moins parlé, je vais juste voir s'il y a d'autres personnes qui voulaient. Monsieur? J'ai une question. Oui. Donc, à mon avis, il sera impossible de réconcilier tous les enjeux épistémologiques et ontologiques à propos des bases de données sans en fait tenir compte des lois et des manières interjuridictionnelles. La raison pour que je mentionne cela est qu'il sera, même si on stocke toutes nos données, si une entreprise, un organisme stocke toutes ces données dans son propre juridiction, dans un pays, on a des serveurs d'Amazon, par exemple, dans certaines localisations, et on peut assister qui devrait être stocké là-bas. Il pourrait toujours être téléchargé et exploité à l'extérieur. Par exemple, au lieu d'avoir une compagnie qui s'appelle Cambridge Analytica, on pourra avoir Tuvalu Analytica. Il sera aussi traité comme un tiers, un organisme externe qui peut manipuler toutes ces données. Si c'est le cas, si c'est bien le cas, en fait, c'est plus en fait la responsabilité des organismes, des institutions, du gouvernement de retenir toutes ces données et de les bien gérer. C'est plutôt les responsabilités de l'individu. Hein. Et qu'il se concentre d'une manière électronique ou visuelle ou écrite, de fournir ces données, en fait, il est déjà impliqué dans le processus. Hein. Il n'y a rien qui peut faire. Même si il voit en fait des conditions, comme expliqué, il dit je ne veux plus lire, je vais tout simplement consentir pour faire soit s'il veut accéder à quelque chose sur Internet, il consente à réguler et fournir ces données. Le processus est déjà démarré, il ne peut rien faire. Hein. Parce que là, l'information est disponible, sont sur les serveurs, n'importe où. Et si quelqu'un dans l'organisme veut en fait le transmettre ailleurs, hein, pour qu'il ne soit pas touché par des lois dans son propre juridiction, il n'y a aucune protection. Donc, où est en fait l'équilibre ici? Est-il plutôt la responsabilité des grands pouvoirs ou de l'individu? Et où est-ce qu'il faut avoir une convention collective, interjuridique, qui traite toutes ces affaires pour que tout le monde soit protégé, même si consente à l'exploitation de ces données passivement. C'est pas qu'est-ce que je vais arrêter là. Oui, et en fait, je ne suis pas certaine que je vais avoir une réponse à ça. En fait, moi, je pense la manière dont je reçois votre question et que je vois votre question, c'est que c'est en fait une question que c'est très important de se la poser, de réfléchir avec elle. Et en fait, j'aurais pas tendance à dire que c'est la responsabilité individuelle, mais je dirais quand même qu'il y a une responsabilité
distribué probablement de manière inégale là, entre les individus et les grandes entreprises ou, bon, dépendamment quelle est notre position sociale. Mais je pense quand même que la réflexion, comme le disait Madame, désolée, je me rappelle pas votre nom. Pardon? Nollet, OK. Mais que, en fait, c'est presque une responsabilité citoyenne, en fait, de penser à ces enjeux-là éthiques ou aux transformations que les nouvelles technologies de l'information apportent. Et que ça pourrait même faire partie pas d'une solution, mais d'une considération d'une solution dans un certain sens, de voir comment on peut essayer d'améliorer les connaissances de tout un chacun sur l'informatique. Hein. Parce qu'à partir du moment où ça fait partie de notre vie, de la même manière où quand j'étais plus jeune, on avait des cours d'histoire pour nous aider à être de meilleurs citoyens. On peut voir comment d'être outillé pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que ces outils-là qu'on utilise au quotidien et quel genre de transformation elles peuvent inviter dans la manière dont on conçoit même l'être humain, dont on est comme être humain. Donc, c'est pas du tout une réponse, mais plutôt une idée qu'il ne faut pas se laisser, comment je peux dire, paralyser ou traumatiser, en fait, par la grandeur des enjeux, mais qu'au contraire, il faut faire partie des conversations. Et quand je dis « il faut », je crois que effectivement c'est un problème social, c'est un problème sociétal. Oui, merci beaucoup de votre présence parmi nous, ainsi que vos propos fort intéressants. Pourtant, j'ai des réserves. Vous avez mentionné les principes de Neff. Il y avait un principe antérieur, c'était que les données collectées pour une fin ne peuvent pas en être manipulées pour une autre. Sinon, moi je suis biochimiste de formation et j'ai fait toute ma vie dans les chutes. Donc, je peux vous assurer que le sentiment d'une patiente qui a donné ses données pour une fin et dont ces données ont été utilisées pour d'autres se sent trahi, même violé. Oui. Donc, or, je comprends bien que les chercheurs, le gouvernement veulent avoir une carte blanche. On vous donne les données, vous faites ce que vous en voulez. Moi, je ne trouve pas ça normal. Il faut être un peu prudent. Voilà tout. Merci. Merci. Non, en fait, je vous remercie beaucoup pour votre point, en fait, parce que, effectivement, c'est très important que les gens savent à quoi ils consentent et qu'on respecte ce consentement-là. Mais comment le faire, justement, dans une perspective d'utilisation des technologies de l'information et aussi à partir du moment où on va avoir de l'intelligence artificielle qui se mêle à ça, des algorithmes qui vont nous soutenir aussi à la compréhension des données, à la visualisation, au traitement, à l'interprétation. Et dans un certain sens, toute cette idée-là de pouvoir garantir la vie privée ou encore de venir garantir que des données ne pourraient pas être utilisées à d'autres fins, ça devient vraiment
presque impossible. Et de l'autre côté, quand je parle d'une éthique de la responsabilité, c'est pas de dire que nécessairement que les chercheurs ou les personnes qui vont être impliquées dans ce processus-là de générer des données et de produire des données vont nécessairement avoir réponse à tout, mais c'est plutôt qu'ils se doivent, qu'il y a une responsabilité de faire partie des conversations à venir, qui vont avoir justement à entendre ces nouveaux enjeux-là. Parce qu'on ne sait pas, en fait, le genre de nouveaux enjeux qui peuvent arriver à partir du moment où on a quelque chose comme la numérisation de données, de leur immortalisation. On peut se les imaginer, mais on peut pas les prédire, en fait. On peut seulement se les imaginer. Et quand je pense à cette éthique de la responsabilité, c'est pour ça que j'aime la voir plutôt comme quelque chose qui va dans l'avenir, où on se retrouve où on prend cet engagement-là de faire partie des conversations à venir, des tables de travail à venir qui vont avoir à répondre et à agir si enjeu il y a ou si brèche de sécurité il y a. Et peut-être, oui, dans certains cas, repenser la manière dont on va collecter des données, où on va essayer de comprendre un problème pour voir est-ce que le jeu en vaut la chandelle. C'est rare que j'utilise des expressions, là, mais je pense que là, ça fonctionnait. Mais donc, encore une fois, pas tout à fait une réponse, mais comme je vous disais, aujourd'hui, moi, en fait, ce que je cherchais à apporter est aussi des réflexions, hein, des réflexions que j'ai eu l'impression quand même de ne pas les entendre assez souvent sur ces changements-là à la recherche et ontologique que ça... Puisque vous êtes sensible aux enjeux politiques, oui. Il faut reconnaître qu'il faut éviter d'adopter une stratégie qui facilitera la vie des grandes compagnies, des puissants, et qui empirera le sort des faibles. Mm-hmm. Je continue d'y réfléchir, mais on y reviendra. Mais c'est une question très rapide, parce que après, j'étais un peu confuse par rapport à ce que vous avez dit, qu'il était impossible de gérer les données sensibles. Parce que moi, je suis sensible à ce que monsieur a nommé, et je pense qu'il est possible, lorsqu'on est dépositaire de données sensibles, de s'assurer que ça ne sort pas. Et ce qui est différent des mégadonnées que je laisse sur Facebook ou sur, je ne sais pas trop, dans Google Analytics. Et donc, je pense pas que, je ne sais pas si c'est parce que vous voyez que c'est complètement perméable entre les deux. C'est pas l'idée que c'est complètement perméable, c'est plutôt que quand on pense à la manière dont les technologies évoluent, c'est qu'on peut peut-être envisager maintenant à quel point c'est possible que nos modes de sécurité soient perméables, mais ce n'est pas nécessairement possible de le faire dans 5, 10, 15 ans. Nos connaissances sont quand même limitées sur la manière dont les technologies vont évoluer. Donc, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire attention ou qu'on n'a pas une responsabilité maintenant d'utiliser nos connaissances de maintenant et les outils qui sont à notre disposition, en fait, pour assurer la sécurité des données. Et encore une fois, toujours dans l'idée de le penser de manière une éthique responsable orientée vers le futur, c'est le fait qu'il va toujours falloir y revenir aussi, réfléchir à la manière dont ces modalités de sécurité-là, est-ce que 5 ans plus tard, on se rassoit, on réexamine, on remet en place les outils qui sont nécessaires. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'à partir du moment où on étudie un problème maintenant, on collecte des données maintenant, on se retrouve quand même attaché, imbriqué et engagé avec les considérations futures que cela va apporter sans vraiment avoir idée de qu'est-ce que ces dernières-là pourraient être. Je ne sais pas ce que ça... C'est pas nécessairement, encore une fois, une réponse, mais c'est plus un enjeu. Hein? Et c'est plus quasiment un mode d'existence du chercheur ou de la personne qui va se retrouver à collecter des données aussi. Oui.
pour ajouter à ce que vous dites. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'on est tous conscients de l'étendue des données que déjà on collecte sur nous et qui sont partagées, incluant des réseaux sociaux qui peuvent nous paraître très inoffensifs et qui collectent beaucoup plus de données qu'on peut l'imaginer. Dans cette optique-là, vous n'avez pas parlé de... J'aurais aimé avoir votre opinion sur la réforme européenne sur la gestion des données, RGPD. Est-ce que vous êtes heureuse de voir l'orientation que ça prend? Faudrait que je réfléchisse un petit peu plus à ma réponse ici. En fait, je serais peut-être intéressée d'en discuter un peu plus avec vous, mais je n'ose pas trop me prononcer maintenant. Merci. En revanche, je veux fort dire un exemple concret qu'il y a de cette question. La majorité du monde, en fait, leurs photos sur l'Internet. Hein. C'est innocent, il n'y a rien, mais toutefois, c'est aussi des données. Et avec une résolution suffisante, en fait, ça pourrait informer énormément, hein, en particulier à l'avenir, quand les technologies s'évoluent. Je crois qu'il sera possible de revenir à des photos. Hein. On peut toujours les faire, quand il y a des crimes, en fait, on fait réaliser des photos anciennes et déduire, en fait, ce qui s'est déroulé. Hein. Avec les photos individuelles, c'est aussi plus compliqué. Par exemple, si on a inséré des photos d'un individu, il pourrait être, même si quelqu'un n'était pas diagnostiqué, on peut suivre l'évolution d'une tumeur, hein, ou d'un cancer. Donc, l'information qu'on croyait n'était pas dans ces données est bien là, mais impossible de rechercher tout de suite. Et à l'avenir, ce sera des données importantes. Et s'ils sont stockés, c'est aussi une forme de données massives qui pourraient en fait exposer et aligner les droits individuels des gens, même s'ils ne se réalisent pas. Donc, je fournis cet exemple à votre propos. Oui. Oui, en fait, j'aimerais ça m'exprimer en deux temps sur ce que vous avez dit par rapport à OkCupid. Oui. Sur le fait que Oui, c'était un peu bref. les gens n'étaient pas nécessairement informés ou d'accord à participer à une forme de recherche. L'aspect par rapport aux conditions d'utilisation de toutes les applications, de tous les réseaux sociaux qu'on prend. Tu sais, j'ai en tête Google Maps quand je prends mon GPS. Je veux dire, Google Maps sait présentement que je suis ici parce que j'ai pris mon GPS pour m'en venir. Exemple, si je vais dans un festival hors de la ville, que je fais de la voiture, que je marche, que je joue un vélo, même moi, je suis curieuse de voir, ah oui, j'ai parcouru tout ça, mais tout ça, c'est des données que j'accepte de donner, mais qu'en même temps, je peux moi-même empêcher cette collecte-là quelque part en dépositionnant, en ne me connectant pas, mais en même temps, pour avoir accès à toutes ces applications qui nous donnent une forme de liberté, parce qu'on peut, si on pense à MapMyRun, les réseaux sociaux, ça amène beaucoup, comme Facebook, beaucoup de réseautage. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas vu l'annonce sur Facebook. Bon, en fait, c'était plus un petit commentaire sur le fait que toutes ces données-là qui sont collectées, moi je peux en bénéficier, mais j'ai quand même le droit de ne pas y adhérer. Encore. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de données, comme monsieur disait, que malgré tout, on donne par le fait au niveau bancaire, avoir une carte de crédit, etc. En fait, c'est un excellent point parce que, c'est un excellent point. Mais effectivement, pour moi, ça apporte toutes sortes de réflexions parce que cette idée-là de l'autonomie, donc, de la responsabilité qu'une personne individuelle a de consentir, hein, de notre responsabilité à chacun de lire ses conditions d'utilisation de la plupart des outils qu'on utilise.
Et en fait, de dire, bon, dans le fond, moi, j'ai consenti à utiliser à ce que des données soient collectées sur moi. Moi, ce que je vois quand même, c'est un besoin de réfléchir et de repenser un peu ces conditions-là d'utilisation, peut-être même... Qu'on lit jamais. Qu'on lit jamais, que tout le monde s'entend là-dessus, mais dans une dynamique de contrat social, en fait. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que on peut très bien voir comment ne pas utiliser les nouvelles technologies, ne pas participer au processus de collecte de données ou de production de données. En fait, ce serait sortir de la société. Hein? Et c'est pour ça que, dans un certain sens, on pourrait même dire que ces formulaires-là qu'on signe, ou ces conditions-là d'utilisation, eux-mêmes sont non éthiques. Parce que il y a impossibilité à ce que les gens prennent le temps de lire, prennent le temps de comprendre aussi, ou comment s'assurer que les gens ont tout à fait compris qu'est-ce que ça signifie. Et en fait, c'est même pas nécessairement juste une question de compréhension, parce qu'encore une fois, avec les données massives, on ne sait pas qu'est-ce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, parce que c'est encore à venir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toutes ces données-là. Donc, ce serait plutôt, d'un point de vue éthique, ce serait de dire que vraiment, les processus qu'on utilise en ce moment d'accepter des conditions d'utilisation, ce sont des processus anéthiques, en fait, à cause de cette impossibilité-là. Donc, ce serait un peu encore une fois, pas vraiment une réponse, mais une réflexion éthique, je pense qu'il faut apporter. Puis je serais particulièrement intéressée à quelqu'un qui est sur un comité d'éthique. Je ne sais pas ou en fait, je ne vais pas nécessairement vous pointer vous, là, mais si en fait, ce sont même des thématiques que les comités d'éthique vont se retrouver justement à jongler avec, à se questionner sur l'éthicité de tel processus, en fait. Je voudrais, pour répondre rapidement, il y a certains comités d'éthique qui prennent le temps de s'arrêter, outre les questions d'évaluer un projet, qui se questionnent sur des principes plus fondamentaux. Malheureusement, ce n'est pas tous les comités d'éthique qui font ça, puis ça devrait, effectivement. Parce que ça a une implication sociale à ce qu'on fait, une implication sociale. Puis je veux dire, effectivement, il y en a beaucoup qui sont très fermés. Puis l'approche ne devrait pas être fermée, l'approche devrait être collaboration avec les chercheurs, travailler ensemble, faire la bonne recherche. Faire la bonne recherche, ça peut être la recherche éthique. Donc je pense que ça ne devrait pas être à l'opposé l'un de l'autre, ça devrait être travailler ensemble dès le début. Comme vous disiez tantôt. Et je pense aussi, en fait, l'autre point que ça m'amène, ça permet de refaire le pont avec votre point sur l'autonomie, en fait, parce que poser la question, est-ce que, dans le fond, on peut encore utiliser ce concept-là de l'autonomie? Un autre des enjeux ou des considérations importantes que je vois aussi avec les données massives, ce processus-là dans lequel on est engagé dans la production, dans la collecte de données, mais qu'on est intéressé aussi par nos données. Hein, et donc, que toute la question de la responsabilité, de la propriété des données, du fait que, bon, ce sont mes données, je veux les avoir entre les mains et je veux pouvoir faire partie du processus de décision. On reste quand même dans une conception de l'autonomie qui est très libérale, où l'individu est vraiment conçu comme une personne souveraine, rationnelle, indépendante et séparée dans un certain sens, ou apte à complètement s'extraire de processus sociétal pour pouvoir prendre des décisions. Et en fait, bon, je n'apporterai pas nécessairement une réponse au concept d'autonomie, mais je pense que c'est un concept qu'on utilise pour penser le consentement, pour penser le consentement informé aussi, qui est à la base un concept sur lequel on peut se questionner aussi. Pas nécessairement de dire que l'autonomie, elle n'est pas possible, mais que c'est un concept qu'on a pensé pour opérationnaliser certaines choses sociales, certains processus sociaux, pour nous permettre aussi d'obtenir le consentement, mais qu'à la base, ça reste un concept et que c'est pas nécessairement clair que l'autonomie, elle existe dans cette forme-là qui est complètement indépendante.
Et un sujet qui m'intéresse tout particulièrement aussi, c'est le concept d'autonomie relationnelle, en fait. Relational model of autonomy. Et dans le milieu de la santé, en fait, on va beaucoup plus voir ce concept-là présent et réfléchi aussi, parce que quand on se retrouve dans un contexte de soins, de penser, par exemple, la santé axée sur le patient, patient-centered care, l'idée, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement à abandonner les patients à prendre eux-mêmes et de manière complètement isolée une décision. Au contraire, on veut vraiment penser le processus de décision avec un groupe informé, un collectif. Et donc, je trouve que c'est un modèle qui peut être aussi très, très inspirant, ou une place à aller pour essayer de réfléchir à comment on peut repenser la responsabilité dans ce contexte-là où l'autonomie, elle est beaucoup plus relationnelle et collective qu'individuelle. Encore une fois, plus des ouvertures et plus de questions que des réponses. Oui. Justement, sur ce consentement, qui en fait, il y a le consentement libre et éclairé, en fait, c'est vraiment deux étapes, et vous le dites très bien. C'est vraiment une question là dans vos recherches. Pourquoi on n'a pas fait justement plus de parallèles avec le consentement en santé? Donc, il y a cette étape du libre où on va faire une vulgarisation suffisante pour que le patient, sa famille, les aidants puissent prendre une décision en toute connaissance et éclairée, qui est toujours, encore une fois, avec tous les enjeux que ça suppose. Est-ce que dans toutes les recherches que vous avez vues, étudiées, votre recherche, vous vous êtes dit, en fait, on n'a pas du tout prolongé, ce qui est pourtant un travail, ça fait longtemps qu'on parle de consentement libre et éclairé, sur l'autonomie du patient, le savoir expérientiel. Pourquoi on ne fait pas cet effort-là dans de la vulgarisation? Moi, je me disais au tout début, là, quand vous faisiez votre présentation, en fait, le consentement libre, ce qui manque dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est surtout le éclairé, mais le libre aussi, parce qu'il y a plein d'applications ou de choses qu'on ne peut pas utiliser si on n'accepte pas des règles qui ne nous conviennent pas, alors qu'on devrait être capable. Est-ce que ça existe un médecin qui dirait non, ça ne vous va pas, du coup, mourrez. Oui. Je vous laisse, je n'ai pas d'autre option et on ne vous propose qu'une solution. Oui. Donc, je ne sais pas si... En fait, c'est vrai. Dans ce contexte-là, on n'a pas du tout d'accès à un consentement informé et éclairé dans un contexte des nouvelles technologies, des conditions d'utilisation, où les compétences vont être très variables. La plupart d'entre nous, justement, comme je le disais en introduction, on n'aura pas ces connaissances-là en programmation ou en informatique. D'un autre côté, je ne sais pas non plus si... le consentement informé est nécessairement la meilleure place ou le meilleur concept, parce que lui-même, c'est un concept qui pose quand même problème, qui ouvre toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire avec le consentement informé? Est-ce que c'est pour respecter l'autonomie? Est-ce que c'est promouvoir l'autonomie du patient? Est-ce que c'est pour promouvoir le bien-être? Ou est-ce que c'est, en fait, dans un certain sens, pour protéger les professionnels aussi? Parce qu'à partir du moment où la personne a consenti, elle est éclairée, ça nous enlève aussi une certaine responsabilité à partir du moment que la personne elle décide X, Y, Z. L'autre chose, c'est dans un non, allez-y, en fait, je ne vais pas perdre mon idée, elle va plutôt revenir. En fait, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, justement, parce que pour moi, en tout cas, ça a toujours été clair que l'autonomie, entre guillemets, relationnelle, dans la mesure où, dans le éclairé, il y a l'idée qu'il y a autour de soi un ensemble de personnes politiquement liées à soi, qui prend la responsabilité d'informer la personne. Et donc, en ce sens-là, je ne vois pas en quoi est-ce que l'autonomie n'existerait pas, ou est-ce que... Pourquoi cette notion, même si elle est utilisée parfois à mauvais escient, parce que certains professionnels ou certaines compagnies veulent se protéger et donc te fait signer, par exemple, un contrat d'utilisation, pourquoi est-ce qu'on remettrait en question une notion qu'on a qui est puissante et qui pourrait être mieux utilisée? Vous voulez dire le consentement informé? Oui. En fait, moi, je pense que ça reste parce que le concept d'autonomie lui-même tend à être un concept qui a plusieurs définitions. Et donc,
par effet, la manière dont le consentement informé va être appliqué ou va être utilisé va aussi être une conséquence de ça. Si déjà, dès le départ, on pense l'autonomie de manière relationnelle, évidemment, quand on va penser le consentement informé, on va beaucoup plus penser au fait que le consentement informé, encore une fois, est pris dans une éthique de la responsabilité. Quand on pense au formulaire de consentement qu'on peut faire signer, en fait, les personnes ont la possibilité d'appeler les chercheurs ou de s'informer sur qu'est-ce qui se passe avec leur recherche de manière continue. Et donc, on reste engagé à répondre à ces questions-là et on fait partie de cette autonomie-là. Et elle n'est pas seulement entre les mains du patient. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois encore que ça vient au fait que le concept d'autonomie lui-même a vraiment besoin d'être clarifié ou de la manière dont on l'opérationnise, parce que juste pour finir, il y a la déclaration sur l'intelligence artificielle de l'Université de Montréal. Là, il y a un lancement le 4 décembre, d'ailleurs, si vous voulez y aller. C'est très prochainement. Et puis, c'est toute la question là sur exactement ce que vous soulignez. Sur l'autonomie, quelle autonomie? Est-ce que c'est un prolongement de ce qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'il faut se réadapter, mais en tout cas ne pas perdre ce qu'on a déjà fait dans le milieu médical qui a mis des années à pouvoir revenir en arrière, alors qu'il y a quand même des choses qui sont là. Oui. Et effectivement, selon moi, en fait, la recherche en santé, elle a un avantage sur les autres types de recherche d'avoir beaucoup plus pensé, d'avoir beaucoup plus intégré l'éthique, les considérations éthiques, hein, parce qu'on fait affaire avec des données sensibles, parce qu'on fait affaire avec des populations vulnérables et on s'est toujours intéressé à protéger justement les personnes qui étaient impliquées dans nos projets de recherche. Et je pense qu'on doit vraiment aller chercher ces experts-là, dans le fond, qui sont à même de le faire. Merci, Émilie, merci à vous tous. Je sais qu'il y a encore beaucoup de discussions qui pourraient être poursuivies. Je vous invite à contacter Émilie directement. Je pense que si je résume un peu la discussion qu'on a eue aujourd'hui, il y a un enjeu important de gouvernance ici qui doit être, sur lequel on devrait se pencher. Nos réseaux de recherche, nous, éthique et santé, technologie, TIC et santé également, on cherche vraiment à porter de la réflexion sur le sujet. On a un ouvrage collectif qui va être publié l'année prochaine sur cette question de gouvernance, les enjeux éthiques, légaux, déontologiques, des technologies et, en santé. Et comme l'apporte Émilie en terminant, on a déjà des pas de fait, et c'est de savoir à quel point on peut les appliquer maintenant à ces enjeux de données massives. On oublie souvent l'humain derrière la construction de ces données-là. Il y a quelqu'un qui a construit un algorithme pour exploiter ces données-là. Il y a quelqu'un qui a accepté de donner ces données-là à une application. Alors, il ne faut pas oublier ces humains-là qui sont derrière et comment on peut ensemble réfléchir en société pour qu'il y ait une meilleure gestion de ces données-là. Et encore une fois, merci Émilie, merci à vous tous d'être présents ensemble.